Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette formation. Je vais d'emblée tout de suite me rendre à la présentation en question, si vous le permettez. Et donc, ça ne sera pas très long. Je me suis fait jouer un petit tour. Je vais devoir aller la rechercher. Donc, en fait, c'est concernant l'approche à la personne âgée en perte d'autonomie et présentant des troubles cognitifs. C'est vraiment dans le cadre d'une formation là, pour les professionnels qui ont été redéployés ou encore des apprentis du domaine de la santé. Puis c'est en collaboration avec le CISM Montérégie-Est, toujours là, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire de la COVID-19. Donc, j'ai maintenant accès à mon document. On va le mettre en diaporama. Et donc, ensuite de cela, donc, je vous avais émise, je voulais que vous ayez quelques portraits un petit peu de la clientèle. Je trouvais ces portraits fort sympathiques. Et préalablement, j'avais enregistré quelques données sociodémographiques et tout ça, qu'on va pouvoir prendre connaissance ensemble. Passer au suivant.
On va finaliser avec celle-ci. Donc, ça constituait pas mal le portrait de notre clientèle. On va juste couper pour ne pas réentendre nécessairement la diapo précédente. Donc, si on arrive ici, si vous permettez, je vais changer ça de place. Donc, qui on retrouve notamment en CHSLD? Bien, essentiellement, on a des personnes qui sont en perte d'autonomie. Outre ça, ben, ça veut dire quoi comme problème de santé en tant que tel? Donc, on a des personnes qui ont des séquelles assez importantes, qui ne sont pas en mesure de poursuivre leur autonomie de façon autonome. Et donc, ils se retrouvent là en CHSLD. Les Parkinson qui sont quand même assez avancés, des fois, peut s'ajouter d'autres multimorbidités, mais qui ne sont plus, encore une fois, en mesure de faire l'ensemble des AVD à vécu. Si on regarde aussi, on a beaucoup de troubles neurocognitifs, de là la présence des pourcentages. Parmi ceux-là, avec un pourcentage de 50 à 70 on a l'Alzheimer. Par la suite, on a les troubles neurocognitifs majeurs de type vasculaire dans une proportion de 20 à 40 On a également de type frontotemporal qui, lui, varie entre 5 à 25 Et finalement, le trouble neurocognitif accord de Lewy. Donc, on peut ajouter à ça les autres problèmes de santé chronique invalidants et la multimorbidité. Mais on ne peut pas tous les nommer, mais ça donne quand même un aperçu général quant aux problèmes de santé qu'on peut retrouver en CHSLD. Donc, rapidement, hein, on se demande, oui, mais les troubles neurocognitifs, avant, on appelait ça la démence. Puis la démence, en fait, était définie selon, c'était dans votre voilier à la page 51, un syndrome insidieux qui était progressif et qui était caractérisé par des déficits multiples, dont les troubles de la mémoire, mais peuvent être accompagnés d'au moins un autre type de déficit, tel que problème de langage, c'est ça, faire du télétravail, la capacité d'abstraction, des troubles touchant la capacité d'abstraction, le jugement ou le raisonnement, puis y avoir déclin de ces déficits cognitifs-là, mais ça compromet aussi les activités quotidiennes, professionnelles, sociales, etc. Donc, en 2008, le Canada comptait 480 618 cas de démence. Ça veut dire que c'est l'ensemble de ceux que je vous ai présentés. Puis, selon les projections, la prévalence de la démence atteindra en 2038 1 125 184 personnes qui en souffriront, ce qui est quand même une assez grande proportion. J'avais l'indication aussi verbale, mais là, je vais la faire tout simplement. Fait que la proportion de personnes atteintes d'une démence augmente avec l'âge.
et la prévalence est de 7 chez les personnes de 65 ans et plus, mais elle est de 49 ça augmente de façon significative, chez les aînés de 90 ans et plus. Donc, si on poursuit avec la prochaine diapo. Okay. Désolée des petits soucis techniques. Des fois, quand on ajoute du son, ça fait ça. Donc, rapidement, certains vont connaître ces informations-là. Pour d'autres, ça sera nouveau. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire des brefs résumés. Donc, dans l'Alzheimer, on retrouve des manifestations telles que des déficits cognitifs qui ont été confirmés par un test. Souvent, c'est le MIM ou le Folstein. Ça peut être certains autres aussi, mais c'est le plus utilisé. Vont présenter des troubles de la mémoire, surtout la mémoire à court terme, l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie, on y reviendra pour les définir, des déficits au niveau des fonctions exécutives, puis des perturbations dans les AVQ, donc les activités de vie quotidienne, et des rôles sociaux. Alors que pour la démence vasculaire, ou le trouble neurocognitif de type vasculaire, il va y avoir des pertes cognitives qui vont être un petit peu variables, imprévisibles. Il va y avoir des perturbations au niveau de la marche. Ça dit, il y a une atteinte vasculaire à ce moment-là. Il y a probablement un antécédent d'accident vasculaire cérébral. Incontinence urinaire, labilité émotionnelle, modification de la personnalité et de l'humeur. Il y a des signes focaux tels que faiblesse, rigidité, modification des réflexes. La dysphagie est souvent présente et il peut y avoir des asymétries aussi au niveau du visage. Si on poursuit avec le trouble neurocognitif accord de Lewy, donc c'est là, il y a des fluctuations dans l'attention, l'état de conscience, il peut y avoir des hallucinations qui sont récurrentes parfois, il peut y avoir des signes moteurs un peu de type parkinsonien, tels que tremblement, rigidité, modification de la démarche. Souvent, il va y avoir des perturbations aussi au niveau cognitif, puis des chutes à répétition, puis ils vont être hypersensibles aux antipsychotiques. Au niveau de la démence frontotemporale, mais là, c'est vraiment plus des troubles de comportement, de l'hyperoralité, vraiment des comportements stéréotypés avec une rigidité mentale ou encore une grande impulsivité. Il y a un peu la perte des convenances sociales. Il peut y avoir de l'indifférence émotionnelle, un petit peu moins de sympathie, d'empathie, des troubles du langage. Puis, mais au départ, peut-être, eux, ils conservent quand même certaines capacités cognitives au début. Donc, parce que l'atteinte, c'est pas tout à fait là que sont les centres d'apprentissage ou de mémoire, mais à la longue, il peut avoir aussi des atteintes cognitives à ces niveaux-là. Fait qu'on va poursuivre. Donc, ici, c'était simplement, si tantôt je parlais un peu chinois, pour certains, l'aphasie, j'ai donné sa définition. Donc, c'est l'impossibilité de traduire la pensée par des mots, mais l'intégrité de la langue et du pharynx, ça va être là, par exemple. C'est l'idée d'avoir de la difficulté à transmettre un mot, une idée, tout ça, ou à recevoir, à titre d'exemple. L'apraxie, ça va être l'incapacité à réaliser une activité motrice, même si nos mains sont bel et bien intactes, des fois, on n'arrivera pas à faire le geste. Donc, à cause des capacités cognitives qui sont plus là et non parce que je suis physiquement plus capable de le faire. L'agnosie, donc, c'est l'incapacité de reconnaître ou d'identifier des objets, OK? Même si, encore là, mes fonctions sensorielles sont intactes. Je n'ai pas de cécité, mais je ne parviens pas à reconnaître la personne qui est devant moi, par exemple. Au niveau des fonctions exécutives, on y reviendra. De la personne, surtout l'Alzheimer, c'est sûr que sa capacité d'apprentissage est affectée. Elle a aussi de la difficulté à exprimer ses pensées, des mots. L'abstraction, elle devient difficile de planifier, organiser, tout ça, parce qu'elle a même des attentes ou faire des choses, la mémoire procédurale, à un moment donné, elle est atteinte. Fait que si, par exemple, pour moi, c'est très simple de dire, je veux écrire un message, je vais prendre un crayon et une feuille, je vais ouvrir mon stylo et apposer mon stylo afin d'écrire et je dois écrire de gauche à droite, etc. Donc,
Ça, c'est quelque chose que je maîtrise, mais avec le temps, eux, ils peuvent avoir des atteintes à ces niveaux-là et ne plus savoir nécessairement ou plus initier un geste pour faire les choses, comme par exemple prendre sa cuillère pour manger. Et là, si s'ajoute la nausée à ça, il ne reconnaît plus non plus ce qu'est une cuillère ou bien une fourchette. La personne peut essayer de se brosser les cheveux avec la fourchette. Donc là, c'est son utilité qu'elle ne reconnaît plus. Si on poursuit, donc on arrive vraiment à la communication de base. C'est des choses que vous avez déjà entendues. On va simplement les réitérer parce que c'est vraiment d'une grande importance avec cette clientèle-là qui, en plus d'avoir des troubles physiques, comme par exemple un problème avec la vue, mettons le glaucome, hein, la vision périphérique est affectée, des troubles auditifs, de l'apraxie. Donc, la communication de base avec ces aînés-là, hein, s'ajoute à ça des pertes de mémoire à court terme, par exemple. Donc, va vraiment tout prendre son sens. Les indications générales, et ça c'est tiré de votre voilier au chapitre 27, pardon, à la page 473, c'est initier la conversation en appelant la personne par son nom puis en se présentant soi-même. Utiliser un ton de voix doux et rassurant. Maintenir le contact par le regard, la voix et le toucher. Aborder la personne avec un visage souriant et détendu. Éviter d'envahir trop rapidement l'espace vital de la personne. Utiliser des gestes, hein, et recourir à la démonstration pour faire comprendre. On va aussi utiliser des phrases courtes, positives, simples, des choses très concrètes. On va essayer de parler lentement, articuler également, clairement. Poser une question à la fois, mais ça s'applique aussi aux consignes, donc donner une seule consigne à la fois. Respecter le rythme de la personne, particulièrement si elle a besoin de temps pour vous répondre. Éviter d'hausser la voix si la personne ne répond pas. Et accorder de l'importance à la communication non verbale. Et les principaux, on en a quelques autres qui s'ajoutent. Se déplacer lentement, éviter les gestes brusques et spontanés, s'abstenir d'utiliser des propos infantilisants, renforcer les comportements positifs en donnant de l'attention à la personne, éviter les exigences trop élevées qui entraînent l'anxiété, la frustration, le sentiment d'échec, être conscient de ses propres émotions et en tenir compte. Si on poursuit, il y en avait d'autres, mais à la page 549 du même volume. Donc, ça, c'est vraiment plus général. Il y a des choses qui vont se recouper, mais c'est forcé d'établir le contact avec la personne pour obtenir son attention, s'assurer que le message est bien reçu aussi. Considérer la personne comme une personne qui désire communiquer, mais qui en est incapable avec les moyens habituels de communication en raison de ses déficits sensoriels ou cognitifs liés à son état. Valoriser la personne atteinte d'une démence lorsqu'elle effectue le moindre geste ou signe de communication pour maintenir chez elle cette envie de communiquer-là, puis l'encourager, dans le fond, à maintenir son autonomie, mais aussi un contact avec le monde social. Pour faire preuve de beaucoup de patience et d'imagination, pour surmonter un peu tous les obstacles liés aux troubles de la communication, et essayer de répondre le plus possible aux besoins tant physiques que psychologiques de la personne aînée ou le résidente. Essayer de rendre chaque contact aussi agréable que possible dans le but d'entretenir, de maintenir la relation thérapeutique. Donc, si on poursuit, là, ici, on tombe dans les stratégies. C'est par exemple, la personne a fait la paraphasie. Donc, elle va utiliser un mot à la place d'un autre. Qu'est-ce que les principales interventions qu'on peut faire? C'est que souvent, si on arrive à comprendre, on va éviter de corriger la personne. OK? Si elle se trompe de mot, à l'inverse, certains, on va vraiment juste acquiescer, faire un signe de tête, sourire ou reprendre légèrement la phrase, rassurer la personne, mais surtout à retenir, on ne corrige pas tous les mots qu'il ne dit pas tout croche, sinon ça va faire un frein à sa communication avec nous.
Ensuite de ça, des fois, la personne elle peut hésiter ou bien encore avoir un trou de mémoire. C'est une autre difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Donc, souvent, la chose la plus importante, c'est de lui laisser le temps de répondre pour trouver son mot ou son idée. On peut lui demander de pointer, de décrire la forme. On n'utilisera pas l'expression coucher ses demandes sur papier, hein, c'est de deuxième niveau, mais on peut lui présenter un papier, un crayon, puis s'il est capable d'écrire, de nous le décrire. Et j'irai à la fin avec lui suggérer quelques mots. OK? Donc, ceci pour hésitation ou trou de mémoire. Maintenant, si on arrive au problème où la personne va bloquer en fin de phrase après avoir prononcé quelques mots, bien, on peut réitérer un tout petit peu. Donc, répéter ces quelques mots dans le sens de démontrer son intérêt qu'on cherche à comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Si la personne elle emploie comme des paroles incohérentes, une suite de paroles incohérentes, puis elle est vraiment incapable de trouver le bon mot, des fois, elle sait très bien ce qu'elle veut dire, puis c'est fâchant pour eux, que c'est pas possible à comprendre, mais là, on va aller faire un peu de la validation de sentiments. Toute notre attention là, va être sur les émotions, son non-verbal aussi, puis on va plutôt tenter de valider, d'aller chercher l'émotion vécue, puis on va agir en conséquence. Parfois, ben, on peut isoler quelques mots. Si la personne elle l'utilise de façon répétitive, OK, si ça semble plus clair, pour toujours dans l'idée d'essayer de saisir le message qu'elle veut nous livrer. Donc, maintenant, quand une personne va présenter, elle va commencer à parler, elle va arrêter en plein milieu de sa phrase, l'infirmière va toujours conserver le contact visuel. Elle va essayer de l'aider à retrouver le fil de ses idées, des fois en réitérant les derniers mots qui ont été prononcés, mais elle va surtout lui laisser le temps de répondre. Puis si rien fonctionne, puis on voit que ça génère de l'anxiété, bien, des fois, on peut faire un petit peu de diversion, essayer de changer de sujet, puis mieux reprendre la conversation ultérieurement. Une personne qui n'amorce pas du tout la conversation. Dans nos stades avancés de la maladie d'Alzheimer, ça arrive fréquemment. Donc, on doit s'assurer d'instaurer dans le département certains rituels sociaux. Donc, de saluer, de tendre la main par des gestes, des paroles, ce qui vont permettre un certain échange, de continuer ça pour les garder avec nous, puis qu'ils aient le goût encore de communiquer avec nous. Des fois, si la personne peut répondre sur des petites choses, on va vous inviter à lui poser simplement de petites questions très simples, en lui laissant le temps de répondre toujours, puis en encourageant le moindre de ses efforts, que ce soit par le contact visuel, le sourire ou bien par votre patience. Maintenant, si une personne a fait des demandes inhabituelles, des fois, ils nous font des demandes, on n'arrive pas tout de suite à saisir pourquoi. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Si la madame a dit, on est en pleine période estivale, puis elle me dit, donne-moi mon crémone, ma crémone, puis mon manteau, là. Et là, toi, tu te dis, ben, on est en hiver, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que vous pouvez simplement réitérer un petit peu la demande. Puis on essaie de vraiment deviner, d'après son comportement, son langage non-verbal, puis on va essayer de vérifier sa perception par la même occasion. Si j'ai ça, c'est peut-être qu'elle a des frissons, c'est peut-être qu'elle a froid, peut-être qu'elle veut s'en aller quelque part. Donc, on cherche. On ajouterait que souvent, une demande, c'est porteur d'une intention, d'un plan d'action, bien encore d'un besoin bien précis ou d'un besoin qui est compromis. Donc, là, on revient à nos stratégies, à nous comme telles. C'est des choses de base que vous savez déjà toutes, mais très important pour eux. On n'oublie pas, en entrant, on frappe à la porte, on salue doucement, on attend que la personne prenne conscience qu'on est là, on va parler lentement, clairement, faire des phrases simples et courtes. On va nommer la personne par son nom, on va être souriant, avoir le visage détendu, on va la toucher progressivement, mais délicatement. On va s'assurer d'entrer dans son champ visuel sans la surprendre. On va s'assurer d'un environnement qui est relativement calme, donc exempt de trop de bruit environnant, puis s'installer idéalement à la même hauteur. Ça ressemble beaucoup à l'approche Ginette Mascotti, mais on y reviendra. Sinon, ben, lorsque la personne ne donne pas de signe qu'elle comprend, on peut simplement, des fois,
répéter la demande ou l'information qu'elle tente de nous transmettre. On peut joindre la parole au geste. Le gestuel est très à propos pour tenter de se communiquer. Puis parfois, on peut donner des choix de réponses limités. Si la personne elle répond vraiment pas pour tout ça, bien, on essaie de se fier à son histoire de vie, puis de regarder c'était quoi ses goûts et tout ça, puis faire les choix, si on veut, selon ce qu'elle aurait préféré. Fait que si vous savez qu'elle aime plus l'orange que la banane, ben, on va peut-être plus y offrir l'orange pour être sûr que ça corresponde un peu à ses goûts habituels. Si elle a une aversion pour quelque chose, mais naturellement, on ne va pas lui offrir. Fait qu'on va formuler aussi des questions simples. On peut essayer de mimer, démontrer, pointer, apporter des accessoires, des étiquettes, des illustrations, des pictogrammes, user de belle créativité. Par rapport aux activités de la vie quotidienne, si la personne a une perte de mémoire, par exemple, ou bien elle a de l'anomie, pas capable de nommer les choses, ou si elle a un problème au niveau de l'orientation de la personne, bien, des fois, il faut faire attention. Au lieu de demander c'est qui cette personne-là, hein, on va plutôt dire des choses comme vous avez de la belle visite. Comme ça, on va laisser la personne nous la présenter. Si elle ne s'en souvient plus, mais elle ne sera pas prise dans l'embarras. OK? Que là, des fois, les visiteurs réagissent ben maman, tu sais bien que je suis Ginette, je ne suis pas Paulette. Là, franchement, ça fait des années, je suis ta fille, tu devrais me reconnaître. Puis, ça évite bien des situations. Par rapport au respect, ben, c'est sûr qu'on va éviter de parler du résident hein, s'il est dans la pièce. Sinon, on va s'adresser à lui pour qu'il réponde le plus possible. Sinon, on le fait à l'extérieur, en privé. Si c'est la personne qui doit recevoir de l'information, sinon, on réfère à la personne à qui ça a le droit. Pour des pertes cognitives sévères, donc la personne elle s'exprime rarement ou plus par la parole. On va essayer de faire des rétroactions. On va essayer de traduire les mimiques, des comportements non verbaux. Nous, de notre part, ben, c'est bien pour la stimulation cognitive au quotidien. On peut essayer d'émettre des commentaires, traduire des mimiques, faire du reflet de sentiment ou valider des choses. Au niveau des pertes de fonction exécutive, donc dans les cas où il y a de l'agnosie ou de la praxie, bien, on peut essayer de faire de la thérapie occupationnelle en lien avec l'histoire de vie. Qu'est-ce qu'elle aimait faire, cette personne-là, avant? Comment on peut l'occuper? Est-ce que ce serait bien grave si on lui donnait la charge d'arroser les plantes sur l'unité? Donc, faire des petites choses simples, une consigne à la fois dans le besoin, hein, faire les choses en lui indiquant des ordres, des étapes, ou encore initier le geste ou placer les choses de façon à ce que ce soit facile pour elle et qu'on puisse juste accompagner ou superviser. Quand c'est des pertes de mémoire à court terme, bien, c'est sûr que, par exemple, si je m'en vais faire, comme nous, vous faites les soins d'hygiène, OK? Bien là, je m'en viens avec tout mon stock. Ah, Madame une telle, on s'en vient faire vos soins d'hygiène et tout ça. Je vais juste faire couler mon eau, puis je m'en viens. Bien là, vous avez déjà dit pas mal d'informations. Fait que quelqu'un qui a une mémoire à court terme d'à peu près 30 secondes, c'est sûr que si vous levez sa jaquette sans même lui réitérer la consigne juste avant, ça se peut qu'elle crie. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que dans ce temps-là, juste savoir que s'ils ont des pertes de mémoire à court terme, juste avant de poser votre action, hein, ils ne s'en souviendront plus. Ils ont la mémoire à court terme altérée. Donc, répéter la consigne juste avant l'action, puis dire vraiment au fur et à mesure les étapes de votre procédure. Donc, aussi, ben, on s'informe des limites de communication de cette personne-là. On évite la surcharge de stimuli, donc on évite de pousser au-delà des limites. On essaie par contre d'offrir un soutien accru pour les activités de communication. On va accompagner, on l'a dit tantôt, nos gestes, des fois par une description, des commentaires. Quand on va faire des marches, on accompagne la personne à la marche, on va essayer de la référer au calendrier, lui dire dans quelle saison nous sommes, on peut regarder par la fenêtre. Donc, on va stimuler vers la réalité et vers des choses très concrètes, usuelles, des repères. Ensuite de ça, on va essayer d'avoir des périodes où la personne elle est active, mais aussi des périodes où elle doit se reposer. Il ne faut pas ni la surstimuler, mais pas non plus la sous-stimuler. Fait qu'on évite aussi de confronter ou encore d'insister. Puis, ce qui est vraiment important, je pense, c'est, mettons qu'on veut faire une activité avec eux, on a décidé d'entreprendre
je sais pas, pour y changer les idées, un casse-tête. Ben, c'est pas tant de finir l'activité de casse-tête, c'est le temps qu'elle va faire avec vous. Si elle s'amuse, c'est ça qui est le plus important. Si vous décidez de lui faire une manicure, là, rendre ses ongles toutes bien beaux, c'est super. Sauf que ça se peut qu'elle soit partante au début, qu'elle soit trop fatiguée, qu'elle somnole. On prend, c'est vraiment l'importance, c'est à la personne plus qu'à l'activité qu'on a donc voulu préparer pour lui faire plaisir. OK? On s'adapte vraiment, on est patient, on est créatif. Puis, donc, on l'a dit, hein, adapter les interventions, les stratégies en fonction des capacités et besoins de la personne qui ont des déficits. Vous allez entendre souvent parler d'approche optimale. Donc, j'ai parlé quelques fois de l'histoire de vie. En fait, l'histoire de vie, il y a ça souvent dans un cartable sur les unités. Ça dit les patients, quel travail la personne a fait dans sa vie, c'était quoi ses habitudes, si elle a des enfants, quel lien elle a avec eux et tout ça. Donc, de s'inspirer de ça, parce qu'on a parlé de la perte de mémoire à court terme, mais la mémoire à long terme, il la conserve. Puis ça fait un peu comme un plongeon rétrograde dans leur capacité cognitive. Puis des fois, on arrive à aller dans leur réalité en connaissant leur histoire de vie. On peut adapter nos interventions puis nos stratégies. C'est toujours assez riche d'informations quand que des gens se sont donné la peine, la famille, de le compléter. Donc, on l'a dit, le rythme de la personne doit être respecté. Il faut être dans un environnement calme parce que ça l'apaise. Toujours les mêmes routines, ça sécurise. Dans un contexte comme celui-ci, ça doit être très difficile. Hein? Donc, d'essayer d'être calme, de sécuriser la personne. Le toucher va être une super bonne idée, d'être capable de les occuper un tout petit peu avec des choses qui vont leur porter un certain intérêt. Encore là, on peut s'inspirer de l'histoire de vie. Si on est capable de les faire marcher parce qu'on est capable de les accompagner, c'est une bonne chose. Pas trop les fatiguer pour avoir une belle surveillance, mais ça peut être bon pour eux, et de leur offrir des collations protéinées pour éviter les risques de dénutrition, par exemple. Tantôt, je vous ai parlé un petit peu de diversion puis de validation. Vous les avez décrits là, je pense qu'ils vont être aussi ailleurs. Mais la diversion, en fait, ça consiste à détourner l'attention. Des fois, ils peuvent avoir des idées envahissantes. Hein? Mon bébé, il pleure, oui, mon bébé. Hein? Et là, ils sont dans leur plongeon rétrograde, là, ils sont comme quand ils étaient jeunes mamans, puis là, leur bébé, il pleure. Hein? Pour eux, là, ils sont rendus là. Là. C'est pas le temps de dire, ben là, votre bébé est rendu à 70 ans. Non, on est dans leur réalité, puis là, la personne, elle est anxieuse, elle a une idée envahissante. Mais là, on va essayer d'aller trouver quelque chose dans son histoire de vie qui va changer les idées, donc la diversion. Sinon, on peut aller aussi avec la validation, c'est que là, on va reconnaître qu'elle vit un état anxieux et donc, on va la faire verbaliser un petit peu là-dessus en tranquillement l'amenant peut-être vers quelque chose qui est plus positif. Donc, ici, il y avait d'autres symptômes associés avec une atteinte cognitive, comme par exemple quand une personne a une diminution de l'attention, sa concentration est plus difficile et tout ça. On s'assure d'avoir un environnement calme. On va essayer d'attirer son attention avant de lui parler. On va s'assurer de lui proposer des périodes de repos. Au niveau de la mémoire, bien, c'est ça, on va aller au niveau de la mémoire à long terme au lieu de choses à court terme. On évite de la confronter à ces pertes de mémoire. Au niveau, quand la personne est désorientée, et on va essayer d'aller avec des repères architecturaux, par exemple. Donc, les calendriers, les photos, etc. Tout ça peut être aidant. S'il y a des problèmes de langage, on l'a dit, on va lui laisser le temps de s'exprimer. On va lui proposer des choix de réponse. Si c'est au niveau oral et écrit, mais on va s'assurer d'avoir des consignes simples, courtes, une à la fois. Si la personne a de la difficulté avec des troubles gnosiques, hein, à reconnaître des choses, mais on peut y présenter le bon objet, etc. Donc, vous en aviez d'autres ici pour les troubles praxiques et le jugement. Je vous laisserai en prendre connaissance. Et je vous en avais ajouté d'autres là, pour éviter trop de stimuli ou la sous-stimulation, d'essayer de reproduire le plus le milieu de vie. C'est pour ça que vous allez voir que dans ces centres-là, ça va ressembler un petit peu dans des meubles de la maison et tout ça. Puis, on va essayer qu'ils se sentent le plus possible chez eux en s'assurant que
que ce soit bien éclairé, que ce soit dégagé, par exemple, qu'il y ait des photos. On va faciliter les repas aussi, hein, des personnes avec qui ils sont bien à la table. On diminue le nombre d'objets, on met de la couleur un petit peu, ça l'aide. On arrive maintenant dans la portion SCPD. Hein? Fait que le SCPD, dans le fond, on peut dire, il y en a qui appellent ça des symptômes perturbateurs, d'autres vont appeler ça des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. En fait, c'est l'appellation la plus reconnue. Donc, la définition en tant que telle, comme ça, c'était dans le voilier à la page 452. C'est des comportements qui sont observables, potentiellement dangereux, soit pour le résident ou encore pour les autres, qui peut occasionner du stress, de la peur ou de la frustration pour le résident ou son entourage et qui peuvent être considérés comme socialement inacceptables. Donc, souvent aussi, M. Voyer insiste, notamment dans une de ses capsules vidéo, pour dire que quand une personne a un SCPD, souvent, c'est la manifestation d'un besoin qui a été compromis. Il faut savoir que des fois, ils ont envie et tout ça. Les fois, c'est ça, ils ont envie, donc ils vont gigoter parce qu'ils ont envie. D'autres fois, ils vont faire de l'errance parce qu'ils s'ennuient ou ils cherchent quelque chose. À d'autres occasions, l'agitation peut être pour de la douleur parce que la personne a de l'anxiété, la tâche est trop difficile. Donc, ça peut vraiment être de plusieurs ordres et ça prend de la patience puis vraiment un intérêt à chercher à comprendre qu'est-ce que la personne elle essaie de nous exprimer par ces comportements-là qui, à prime abord, ne sont pas agréables. Mais essayez de vous imaginer dans une situation où vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous n'avez plus les mots pour le dire, vous ne savez plus comment faire, mais le besoin physiologique, par exemple, qui est là, ou l'anxiété, elle vous habite, mais vous n'êtes pas capable de la verbaliser. Donc, il faut vraiment tenter de chercher la cause de ces comportements-là. Fait qu'on ne va pas agir sur le comportement de la personne qui fait ça. Hein? On ne va pas y attacher la main pour qu'elle arrête de faire ça. Bien, ça, là, ce mouvement répétitif-là, agaçant, là, c'est quoi qu'il veut dire? Ça veut-tu dire je veux parler, je veux manger? Il faut le comprendre. OK? Fait qu'on va chercher la cause plutôt que de traiter le comportement. Donc, parmi les causes, il y en a qui peuvent être biologiques, environnementales, psychologiques, d'autres interactionnelles. Fait que là, j'en ai nommé quelques-unes. Elle peut avoir, on l'a dit, envie d'aller aux toilettes, elle peut être fatiguée, elle peut avoir soif, elle a chaud, elle a froid, elle a de la douleur, etc. Des fois, elle est trop surstimulée. Des fois, elle s'ennuie. D'autres fois, elle ne comprend pas, elle a peur, elle a des idées délirantes qui montent. Ou bien encore, ben, l'approche qu'on a adoptée avec elle est inadéquate. Puis en fait, dans les SCPD, c'est une des premières causes. Des fois, les gens ne tiennent pas compte de l'approche à adopter, hein, la communication de base dont je vous parlais tantôt. Ils arrivent rapidement et tout ça, puis, oups, la crise part. OK? La personne, elle se sent attaquée, elle se sent menacée. On est rentré trop vite, par exemple, dans son environnement. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai une étudiante qui était avec une résidente. Le repas lui avait été servi. Puis la préposée qui ne connaissait pas beaucoup la résidente et qui était plus dans un autre milieu avant, mais elle dit « Ah, j'ai oublié ses dents! » Elle se dépêche, elle s'en va chercher le dentier et elle arrive de côté rapidement, elle tourne le visage, elle ouvre la bouche, elle met les dentiers dans la bouche et la crise était partie, le SCPD est parti. La personne, elle criait, elle ne voulait plus qu'on la touche, elle ne voulait plus manger, elle ne voulait plus qu'on lui donne les médicaments, pas de prendre les signes-vitaux, on n'a pas pu rien faire. Mais ça représente bien un SCPD. Et dans ce cas-ci, c'est parce que l'approche qui a été utilisée n'était pas adaptée à cette dame-là, qui avait des troubles cognitifs. Donc, ici, j'en ai énuméré une panoplie. Je ne vous les lirai pas toutes pour y en prendre connaissance. La même chose ici, je vous en avais nommé d'autres, parce que des fois, quand on lit, on se fait une meilleure idée, mais ce n'est pas nécessaire que je l'explique au complet. Vous avez pu déduire un petit peu par les propos que j'ai eus avant, puis les gestes que j'ai faits, qu'est-ce qui était un SCPD. Il y a différentes classifications, entre autres, quand on parle de comportement d'agitation physique non agressif, bien, vous avez s'emparer des objets des autres,
uriner ou déféquer de façon inappropriée. Ça se peut qu'il y en a qui décident de déféquer dans un pot pour une plante. OK? C'est pas toujours conscient, donc, mais c'est de l'agitation qui n'est pas agressive, hein, mais qui est quand même là. S'habiller à l'envers de façon incorrecte, négliger son hygiène, manger la nourriture des autres, cracher sa bouffe, mais pas sur les autres, là, mais faire les 100 pas, on le voit souvent, hein, s'en va d'un côté, s'en va de l'autre, fait le corridor. C'est un comportement d'agitation physique, mais qui est non agressif. Ça peut être aussi de lancer une assiette et tout. L'important, c'est que ce ne soit pas sur les autres. On peut aussi déambuler de façon inappropriée, etc. Ce sont des exemples qui peuvent vous illustrer un petit peu, mais ceux-là sont dits non agressifs. On va passer maintenant aux agressifs. Donc là, ça serait avec une intention un petit peu derrière. Hein. Briser des objets, les tordre, pincer quelqu'un, griffer quelqu'un, donner des coups, mordre, on l'a dit, je pense, frapper les autres, s'automutiler, cracher sur les autres, bousculer les autres ou empoigner les autres, voler les objets des autres, sciemment, puis c'est les approprier et tout ça. Posséder un objet pour blesser les autres, utiliser un objet pour frapper les autres. Fait qu'il y a une très nette distinction entre les deux, mais je voulais vous en faire part. Dans les agitations verbales non agressives, souvent la personne elle va soit parler constamment, répéter des phrases ou des mots ou émettre des sons répétitifs. Tantôt, je vous faisais ça, c'était physique, hein, c'était un coup de sa table, puis là, elle pourrait se balancer comme ça aussi. Là, on était dans le physique. Mais si, par exemple, elle dit tout le temps « Garde! 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 Oui, madame, garde! Qu'est-ce que vous avez besoin, madame? Garde! Garde! » OK? Elle veut nous exprimer quelque chose, elle n'est pas compris. C'est de l'agitation verbale, mais ben, si c'est fatigant, c'est pas agressif. Alors que là, si elle met des sacres avec ça, puis elle blasphème, puis elle hurle. Là, j'ai mélangé le verbal avec l'agressif, mais vous comprendrez bien que c'est des comportements perturbateurs. Maintenant, on a tout fait la catégorie de comportements perturbateurs. On en arrive aussi à des psychologiques qui sont l'anxiété, la dépression, les idées délirantes, les hallucinations et les illusions. Les hallucinations, on comprend que c'est des choses qui n'existent pas, mais que les gens voient ou entendent, alors que des illusions, c'est un peu comme une déformation, une interprétation erronée de perceptions qui sont à la base réelles. Par exemple, c'est pour ça qu'on évite de lustrer les planchers dans les CHSLD le plus possible, parce que chez certaines personnes, ça va être lustré, puis eux, la façon dont ils vont voir le sol, vont avoir l'impression que c'est une flaque d'eau. Fait qu'ils vont soit essayer de la contourner ou bien essayer de l'enjamber plus haut et ça peut les mettre à risque de chute, par exemple. Parmi les stratégies, approches de base et tout ça, en lien avec les SCPD, je vous ai parlé tantôt de la validation, la diversion. Il y aurait aussi l'écoute active adaptée, hein, qui favorise plus les échanges, mais sans confronter. Je l'ai dit un peu, mais en d'autres mots. Il y a les stratégies décisionnelles, donc on l'a dit tantôt, hein, on va essayer d'aller selon ses choix, ses goûts, mais juste des petites options qui leur permettent de garder une certaine autonomie, de prendre des décisions, le toucher. La gestion du refus, ça c'est surtout lors de résistance verbale ou physique. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est on va changer la façon dont on a fait la demande, on va faire des petites pauses, la méthode discontinue, puis s'il y a besoin, bien, on va aller changer d'intervenant. Donc, la méthode discontinue, elle, est inclue ici dans la gestion du refus. Le recadrage, c'est que des fois, on voudrait bien changer le comportement du patient, mais par contre, c'est pas possible de changer son comportement. Donc, des fois, c'est notre paire de lunettes laquelle il faut changer un tout petit peu.